l'imagination. En définissant l'imagination comme une perception fausse, on met l'accent sur ce qui importe peut-être le plus. Car on serait tenté de considérer l'imagination comme un jeu intérieur et de la penser avec elle-même, jeu libre et sans objet réel. Ainsi, on laisserait échapper ce qui importe le plus, à savoir le rapport de l'imagination aux états et aux mouvements de notre corps. Le pouvoir d'imaginer doit être considéré dans la perception d'abord, lorsque, d'après des données nettement saisies, nous risquons à deviner beaucoup. Et il est assez clair que la perception ne se distingue alors de l'imagination que par une liaison de toutes nos expériences et une vérification à chaque instant de toutes nos anticipations. Mais dans la perception la plus rigoureuse, l'imagination circule toujours. À chaque instant, elle se montre et elle est éliminée par une enquête prompte, par un petit changement de l'observateur, par un jugement ferme enfin. Le prix de ce jugement ferme qui exorcise apparaît surtout dans le jeu des passions. Par exemple, la nuit, quand la peur nous guette, et même dans le grand jour, les dieux courent d'arbre en arbre. Cela se comprend bien, nous sommes si lestes à juger et sur de si faibles indices que notre perception vraie est une lutte continuelle contre des erreurs voltigeantes. On voit qu'il ne faut pas chercher bien loin la source de nos rêveries. Mais il arrive souvent aussi que ce sont les organes de nos sens qui par eux-mêmes fournissent matière à nos inventions. Par eux-mêmes, entendons-le bien, notre corps ne cesse jamais d'être modifié de mille manières par les causes extérieures, mais il faut bien remarquer aussi que l'état de nos organes et les mouvements même de la vie fournissent des impressions faibles, assez frappantes dans le silence des autres. C'est ainsi que le sang fiévreux bourdonne dans les oreilles, que la bouche sent une amertume, que des frissons et des fourmillements courent sur notre peau. Il n'en faut pas plus pour que nous nous représentions des objets pendant un court instant, et c'est proprement ce que l'on appelle rêver. Enfin, souvent nous cherchons, ou plutôt nous forgeons des images par nos mouvements. Ici, la vue ne joue qu'un rôle effacé, si ce n'est que nos gestes, ou mieux notre crayon, dessinent des formes que nos yeux suivent, ou bien encore que de vifs mouvements des yeux brouillent les perceptions réelles et font courir des dieux. L'ouïe est bien plus directement modifié par nos paroles. Notre parole est un objet réel que nous percevons, même si nous parlons à voix basse. Surtout le sens du toucher se donne à lui-même des impressions par chacun de nos mouvements. Je puis m'entraîner, m'enchaîner, m'étrangler, me frapper moi-même, et ces fortes impressions ne sont sans doute pas les moindres preuves dans le délire des fous. On aperçoit ici la liaison de l'imagination aux passions. Celui qui s'enfuit perçoit mal toute chose, devine encore plus mal ce qui se passe derrière lui, redouble par son action désordonnée les mouvements du cœur et des poumons, éveille les échos par sa course. Tout mouvement déréglé trouble l'univers perçu. Ainsi, nous sommes conservateurs et architectes de ce monde continuellement, comme aussi inventeurs de démons et de fausses preuves dès que nous nous abandonnons au mouvement convulsif. Au reste, l'univers est assez riche pour fournir toujours quelques ombres d'objets à nos égarements. Et dans tout fait d'imagination, on retrouvera toujours trois espèces de causes: le monde extérieur, l'état du corps, les mouvements. Toutefois, il n'est pas mauvais de distinguer trois espèces d'imagination. D'abord, l'imagination réglée, qui ne se trompe que par trop d'audace, mais aussi selon une méthode et sous le contrôle de l'expérience. Telles sont les réflexions d'un policier sur des empreintes, sur un peu de poussière. Telle est l'erreur du chasseur qui tue son chien. L'autre imagination qui se détourne des choses et ferme les yeux, attentive surtout au mouvement de la vie et aux faibles impressions qui en résultent, pourrait être appelée la fantaisie. Elle ne se mêle point aux choses comme le fait la réglée. Le réveil est brusque alors et total, au lieu que dans l'imagination réglée, le réveil est de chaque instant. Enfin, l'imagination passionnée se définirait surtout par les mouvements convulsifs et la vocifération. Il existe aussi une imagination réglée, mais en un autre sens, et qui participe des trois. C'est l'imagination poétique, dont nous traiterons plus tard. Considérez seulement ici comment le poète cherche l'inspiration, tantôt percevant les choses, mais sans géométrie, tantôt somnolent, tantôt gesticulant et vociférant. D'autres poésies, comme architecture et peinture, prennent plus à l'objet. D'autres, comme la danse et la musique, prennent toute leur matière dans le corps même du sujet. Mais l'art dépend aussi des passions, et surtout des cérémonies. Il n'est donc pas à propos d'y insister maintenant. De l'imagination par les différents sens. Imaginer, c'est toujours penser un objet, se représenter son action possible sur tous nos sens. Une imagination qui ne serait que visuelle ne serait plus imagination du tout.
Ce ne serait qu'une impression colorée, sans situation et sans forme. À mesure que l'on tend à réduire les images des phénomènes du corps humain, on se guérit de l'imagination. Qu'est-ce qu'imaginer un fantôme, sinon le voir en un lieu et se représenter par quel mouvement on le toucherait? Faute d'avoir assez réfléchi là-dessus, nos philosophes d'occasion décrivent une imagination seulement visuelle, une autre seulement auditive, une autre seulement tactile, et des types d'hommes qui y correspondent sans que ces recherches conduisent bien loin. Il n'est pas facile d'apercevoir que toute image visuelle, puisqu'elle enferme toujours relief et distance, enferme par cela même un certain commentaire des muscles. Il fallait donc s'attendre à des réponses ambiguës ou trop complaisantes. Et pour tout dire là-dessus, il n'y a point d'image, il n'y a que des objets imaginaires. Cet exemple montre bien que la réflexion doit précéder ici les recherches et les éclairer toujours. Cette réserve faite, il est permis d'examiner comment nous imaginons par chacun de nos sens. Pour le goût et l'odorat, il y a sans doute peu de choses à dire, sinon que les objets réels fournissent moins de matière à l'imagination que ne font les réactions du corps, surtout involontaires, comme sont les mouvements de nausée. Et aussi que l'imagination par les autres sens détermine souvent celle-là. Chacun sait que l'aspect d'un mets, d'ailleurs agréable au goût, peut le faire disparaître, peut faire paraître mauvais par anticipation, Il arrive aussi quelquefois qu'une sensibilité plus raffinée ou aiguisée par la maladie fasse apparaître des odeurs ou des saveurs ordinairement très faibles. Aussi l'imagination se trouve vraie, mais à notre insu. Et au reste, il n'y a point d'imagination qui ne soit vraie en quelque façon, car l'univers ne cesse jamais d'agir sur nous de mille manières, et nous n'avons sans doute pas de rêve. Si extravagant qu'il soit, dont quelque objet réel ne soit l'occasion, imaginer, ce serait donc toujours percevoir quelque chose, mais mal. Ce même caractère n'est pas moins sensible pour l'imagination visuelle, quoiqu'on n'y pense pas toujours assez. Il est clair que les nuages ou les feuillages épais, ou encore les lignes confuses et entrecroisées d'un vieux plafond ou d'un papier de tenture, sont fort propres à nous faire imaginer des têtes d'hommes ou des monstres. Chacun sait que le demi-jour et le jeu des ombres, comme aussi une lumière trop vive, produisent le même effet. Les fumées et le feu sont favorables aussi aux rêveurs. Il faut détruire maintenant ce que nos propres yeux fournissent à nos rêveries, surtout lorsqu'ils sont fermés. Chacun peut, en fermant vivement les yeux, observer l'image d'un objet fortement éclairé, ce qui n'est qu'un ébranlement continué, ou bien une image négative avec couleurs complémentaires, ce qui est un effet de fatigue. Et sans doute notre rétine n'est-elle jamais parfaitement au repos. Les pressions et les excitations électriques y font apparaître des lueurs, comme chacun sait. Et les grands liseurs connaissent ces houppes colorées et changeantes qui sont sans doute la première trame de nos rêves. J'ai vu plusieurs fois, dans les instants qui précèdent le sommeil, ces formes mobiles se transformer en images d'hommes ou de maisons, mais il faut de l'attention et une critique éveillée pour apercevoir ces choses. Les passionnés aiment mieux dire qu'ils voient les images des choses à l'intérieur d'eux-mêmes, sans vouloir expliquer ce qu'ils entendent par là. Selon mon opinion, toute image visuelle est extérieure à moi et extérieure à elle-même, par sa nature d'image. Et la forêt, où je me promène en rêve, n'est pas dans mon corps, mais c'est mon corps qui est en elle. Que faites-vous, dira-t-on, les yeux de l'âme? Mais les yeux de l'âme, ce sont mes yeux. Il faut considérer enfin l'effet de mes propres mouvements, évidemment de première importance, quand j'imagine le mouvement des choses. Le moindre mouvement de ma tête fait mouvoir toute chose. Ajoutons que mon mouvement est propre à brouiller les images et que le clignement des yeux fait revivre les images complémentaires, comme chacun peut s'en assurer. Mais le fait le plus important est ici le geste des mains, qui dessine devant nos yeux la chose absente et naturellement surtout le dessin et le modelage qui fixent nos rêves en objets véritables. Je ne considère ici que le crayon errant qui nous étonne, nous-mêmes, par ces rencontres. Ainsi, nous sommes ramenés à l'idée principale de ce chapitre, c'est que nous n'inventons pas autant qu'on pourrait croire. Il m'est arrivé plus d'une fois de me dire « j'imagine en ce moment un rouge vif » et d'apercevoir dans le même instant la bordure rouge d'un cahier devant moi. Les mêmes choses sont à dire, et mieux connues peut-être, de l'imagination auditive. D'abord que tous les bruits confus du vent, de la cascade d'une voiture, d'une foule, font des paroles et des musiques. La marche d'un train nous propose un rythme. Il faut dire aussi que la respiration et le battement du sang agissent sur nos oreilles et y produisent des bourdonnements, sifflements, tintements. Surtout, nous parlons, chantons et dansons, ce qui fixe des images auditives et on appelle d'autres.
N'entrons point ici dans l'étude de l'inspiration musicale, disons seulement que dans les rêves, les voix que nous croyons entendre sont sans aucun doute, sans doute souvent notre voix même, les cris nos propres cris, les chants nos propres chants. Avec cela, nous battons des rythmes par le souffle, les muscles, le sang. Voilà des symphonies toutes faites. Il reste à traiter du toucher, et ce n'est pas difficile, car premièrement, les choses ne cessent jamais d'agir sur nous, par froid et chaud, souffle, pression, frottement. En second lieu, notre toucher est continuellement modifié par les mouvements de la vie, par fatigue, crampes, fièvre, lésions. Nous croyons sentir des pincements, des torsions, des vrilles, des scies, ou bien encore nous imaginons des liens autour de la poitrine, une main brutale à notre gorge, un poids écrasant sur nous, et enfin le mouvement léger ou vif qui nous donne des impressions bien réelles. Un homme qui rêve qu'il se bat peut se donner des coups de poing, il peut se lier les bras, se heurter contre un mur, se raidir, se tordre. Telle est la source de nos rêveries les plus tragiques, et nous ne le soupçonnons point. Mais nous touchons ici aux passions, ample matière, et l'on ne peut tout dire à la fois. De l'association d'idées, la suite de nos pensées est réglée communément sur les objets qui se présentent à nous. Mais comme on l'a vu, ces objets ne sont perçus qu'après nombre d'essais, d'esquisses et de suppositions. Cet homme là-bas, j'ai cru d'abord que c'était le facteur, cette voiture que c'était celle du boucher, cette feuille au vent que c'était un oiseau. Ainsi, chacune de nos perceptions termine une recherche rapide, un échafaudage de perceptions fausses et mal déterminées, auquel le langage, qui ne s'arrête jamais, donne une espèce de précision. Donc, à propos de chaque objet, je pense naturellement à beaucoup d'autres qui lui ressemblent, en ce sens que leur forme explique passablement mes impressions. C'est là qu'il faut chercher la source de la plupart de ces évocations que les auteurs considèrent comme des associations par ressemblance. L'erreur est ici de croire que nos idées s'enchaînent dans notre esprit comme si, retirés dans une chambre bien fermée, nous comptions nos trésors. En réalité, penser, c'est percevoir toujours, et même rêver. C'est encore percevoir, mais mal. Il importe de tenir ferme cette idée directrice si l'on veut redresser les méditations faciles et souvent purement dialectiques des auteurs sur ce sujet-ci. Il arrive aussi que, par la fatigue des sens, nous percevons des images complémentaires des choses, comme le violet après le jaune. Les exemples de ce genre sont assez rares, mais il est naturel de penser que toujours et pour tous nos sens, une impression un peu vive nous rend en quelque façon insensibles à certaines actions et par conséquent nous dispose à en remarquer d'autres. Ainsi s'explique sans doute beaucoup de prétendues associations par contraste. Un voyageur ne comptait que lorsqu'il fermait les yeux, fatigué par le sable algérien. Il pensait à un voyage lunaire en Norvège. De Norvège. Il faut enfin considérer le langage comme réglant par son cours automatiquement tout ce qui, dans notre pensée, est autre chose que perception, et d'ailleurs cela est perception encore quand nous percevons notre langage. Or souvent nous disons un mot pour un autre, et ces maladresses tiennent à deux causes principales. Ou bien nous glissons à quelques mots semblables à celui qui serait attendu, mais plus facile à prononcer, et c'est encore une espèce d'association par ressemblance. Ou bien les organes de la parole, fatigués d'une certaine flexion ou tension, tombent d'eux-mêmes par quelque disposition qui les repose. De là, plus d'une rupture étrange dans nos méditations. Plus d'une rupture étrange dans nos méditations. Mais disons aussi que souvent la chaîne de nos pensées nous échappe et que nous nous trouvons fort loin de notre première pensée sans pouvoir nous rappeler par quel chemin nous l'avons quittée. C'est l'oubli, presque toujours, qui fait que la suite de nos idées nous semble si capricieuse. Quant aux associations par contiguïté, comme on dit soit dans l'espace, soit dans le temps, ce sont des faits de mémoire rapides qui ne s'expliquent eux aussi que par une étude du souvenir complet. Je ne puis penser à telle cathédrale sans penser à la marchande de fleurs qui est à côté. Fort bien, mais c'est de la même manière que je pense aussi aux vieilles maisons, à la ville, à la route qui y conduit. Et toutes ces revues topographiques enferment plus de pensées qu'on ne croit. Mais l'ordre de succession, c'est-à-dire évidemment retrouvé par science, comme nous dirons, assurément il y a de l'automate dans la mémoire, mais non pas tant qu'on veut le dire, et toujours dans l'action, entendez dans le langage. Ces remarques ont pour but de mettre le lecteur en garde contre ces constructions idéologiques où les idées et images sont prises comme des termes invariables, apparaissant l'un après l'autre sur l'écran. Que cette mécanique de la pensée soit bien puérile, c'est ce que l'étude de la mémoire achèvera de montrer. Ajoutons que ces fameuses lois de l'association des idées n'expliquent rien,
Qu'une orange me fasse penser à la terre, cela n'est nullement expliqué par la ressemblance, car une orange ressemble encore plus à une pomme, à une balle ou à une autre orange. Et dans cet exemple, il est assez clair que la prétendue association n'est que le souvenir rapide d'une leçon d'astronomie où l'on comparait les aspérités de l'écorce à la hauteur des montagnes sur notre globe, et c'est donc une analogie, c'est-à-dire une pensée véritable, qui porte ici l'imagination. De la mémoire. Percevoir, c'est toujours se représenter. Il y a donc dans notre perception, si simple qu'elle soit, toujours une mémoire qu'on peut appeler implicite. Toutes nos expériences sont ramassées dans chaque expérience. Percevoir par les yeux une allée bordée d'arbres, c'est se souvenir que l'on a parcouru cette allée-là, ou d'autres que l'on a touché des arbres, compris les jeux de l'ombre et de la perspective, et ainsi du reste. Et comme les ombres, par exemple, dépendent du soleil et que la perception du soleil, toujours indirecte, enferme elle-même une multitude d'expériences, je dis que toutes nos expériences sont ramassées dans chaque expérience. Mais cette remarque même fait bien comprendre qu'il s'agit ici d'une mémoire implicite et non d'un souvenir à proprement parler. Pour percevoir cette allée d'arbres comme il faut, il n'est pas nécessaire que je pense à telle promenade que j'ai faite, encore moins que je la pense dans tel moment du passé. On pourrait appeler mémoire diligente cette mémoire qui ne fait qu'éclairer le présent et l'avenir prochain sans développer jamais le passé devant nous. Et l'on pourrait appeler mémoire rêveuse celle qui au contraire prend occasion du présent pour remonter en vagabondage le long des années et nous promener dans le royaume des ombres. Et cette rêveuse ne nous laisse jamais tout à fait. Mais toujours est-il qu'un être neuf et sans aucune mémoire, même implicite, ne pourrait évaluer des distances, faire en penser le tour des choses, deviner, voire enfin ni entendre ni toucher, comme nous faisons. La mémoire n'est donc pas une fonction séparée ni séparable. Et il ne se peut même pas que la notion du passé et de l'avenir soit jamais tout à fait absente, car il y a mille souvenirs enfermés dans la perception de n'importe quelle chose. Il est vrai aussi que cette chose est pensée au milieu d'autres choses, ou si l'on veut est un carrefour dont les chemins innombrables sont prolongés dans tous les sens, ce qui suppose déjà une pensée des choses absentes et plus ou moins prochaines. Et cela détermine déjà le temps d'une certaine manière, par ce rapport singulier qui ensemble maintenant y repousse, la même chose étant et n'étant pas, ou pour mieux dire, la même chose étant absente, mais présente sous une condition de temps. Par exemple, la ville qui est derrière moi, j'y puis être en une demi-heure. Mais c'est encore trop peu dire, ce n'est là qu'un temps possible, le temps réel apparaît aussi dans la moindre perception, car quand je perçois une chose ou un lieu, cela suppose que je me représente le chemin que j'ai suivi pour y arriver, par exemple en y portant mes yeux. Ainsi mon existence passée, au moins la plus récente, est toujours conservée, un moment sans quoi je ne saurais pas du tout où je suis, semblable à celui qui s'éveille après un voyage. Toujours il y a lieu pour moi d'autre chose avant celle-là. Toujours l'espace est lié au temps. Non seulement dans l'abstrait, par le près et le loin, mais dans mon expérience réelle. Position, passage, mouvement et temps sont réellement inséparables. Et ce n'est pas difficile à comprendre. Savoir où l'on est, c'est savoir par où l'on est venu. C'est reconnaître son propre chemin dans les choses parmi d'autres chemins possibles. On irait jusqu'à dire que l'avenir nous est en un sens toujours présent. Car que signifie la distance qui me sépare de cette ville à l'horizon, sinon un avenir possible? Ainsi les dimensions de l'espace ne sont ce qu'elles sont que par un rapport de temps à la fois réel et possible, je veux dire dont la possibilité est actuellement pensée sous forme de position. Au reste, il est clair que les mots avant, après déterminent l'espace aussi. Je n'y insiste que parce que les auteurs séparent trop souvent le temps, qui serait l'ordre de nos pensées, de l'espace, qui serait l'ordre des choses. Mais comme nous l'avons assez montré, la pensée et les choses sont ensemble. Ou, pour parler un langage plus barbare, l'externe qui ne serait qu'externe ne serait plus l'externe pour personne. Il faut le rapport interne aussi par lequel le près et le loin ne font qu'un univers indivisible. Au reste, ces choses sont exposées dans la critique de la raison pure et sans méprise autant que j'en puis juger, mais il faut tout lire de fort près, j'en avertis l'apprenti philosophe. Des traces dans le corps. Je pense à cette cathédrale d'Amiens, qui est bien loin de moi. Il me semble que je la revois, je la reconstruis sans chercher ailleurs qu'en moi-même. Il est clair que cette reconstitution d'un souvenir ne serait pas possible,
Si je m'emportais quelques traces des choses que j'ai perçues, et comme j'emporte partout avec moi ce corps vivant, toujours reconnaissable, et qui d'ailleurs ne supporterait pas des changements soudains, il est naturel de supposer que c'est quelques parties de mon corps qui gardent mes perceptions une espèce d'empreinte, comme celle que laisse la bague dans la cire. Cette métaphore suffisait aux anciens auteurs, et un Platon certainement n'en était pas dupe, ayant appris à bien distinguer les états du corps et ses mouvements des perceptions ou pensées. Mais depuis, par une connaissance plus exacte de la structure du corps, la métaphore a voulu prendre figure de vérité, et c'est un des points où le philosophe doit porter son attention. D'abord, s'il a bien saisi ce qui précède, il ne voudra rien recevoir qui ressemble à ces petites images des naïfs épicuriens qui entraient par les sens et se gravaient dans les parties molles et plastiques du cerveau. Mais la vraie réflexion à faire là-dessus n'est pas qu'un connaît mal ce qui se passe le long des nerfs et dans le cerveau, c'est que le cerveau, les nerfs et le cheminement qu'on suppose, aussi bien que le milieu physique est la même chose même, et la chose même sont une perception au milieu d'autres perceptions indivisibles comme toutes et pensées comme toutes, avec des rapports, des distances, des parties extérieures, les unes aux autres, et le cerveau en ces images n'est jamais qu'une partie du monde qui ne peut contenir le tout. Pour parler autrement, il n'y a dans le cerveau que des parties du cerveau, et il ne s'y peut inscrire que des formes et mouvements de ces parties. Au reste, ces formes et ces mouvements sont parfaitement ignorés du penseur au moment où il pense le monde, d'après ses impressions et ses souvenirs. C'est ma pensée qui seule est une pensée pour moi, tout le reste est chose. Et pour tout dire, dans un cerveau agrandi, autant qu'on voudra, on ne pensera toujours que cerveau et nullement les autres choses de l'univers. C'est par des remarques de ce genre que l'esprit apparaît enfin dans son genre, dans son œuvre, et incorporé à son œuvre, organisateur, démiurge dans ce monde comme le Dieu des anciens. Ces principes sont assez connus des vrais philosophes, mais j'ai remarqué qu'en traitant de la mémoire, ils les oublient trop. Disons donc ce qui peut être conservé dans le corps et quel genre de traces et avec quel effet. Le corps vivant a premièrement la propriété de se mouvoir selon sa forme et selon les résistances qui l'entourent. De plus, le corps vivant apprend à se mouvoir, en quoi il faut sans doute distinguer deux choses. La nutrition des muscles, excités par l'exercice, et qui modifie ainsi la forme des muscles intéressés de façon à rendre plus aisé le mouvement qu'on leur fait faire souvent. Ce sont là de vraies traces auxquelles on ne fait pas assez attention. Maintenant, on peut supposer encore, quoique ce soit moins visible, des chemins plus faciles tracés par les nerfs, les centres et enfin le cerveau, de façon que, à la suite d'une impression, certains muscles soient plus énergiquement excités que d'autres. Voilà tout ce que le corps vivant peut faire et tout ce qu'il peut conserver. Ce n'est pas peu, comme on voit par cette habileté machinale que l'on observe chez les artisans, les gymnastes et les musiciens, qui est d'ailleurs bien plus souple et bien plus modifiée par l'attention volontaire que l'on ne croit, comme nous verrons ailleurs. Et c'est bien là une mémoire, si l'on veut, mais sans pensée, et que l'on appelle ordinairement habitude. Il n'est pas nécessaire ici d'en dire plus long, car nous traitons de cette connaissance des objets absents ou disparus que l'on appelle proprement mémoire et souvenir, quand elle est plus précise et mieux ordonnée. Disons seulement que les traces laissées dans le corps ne peuvent être autre chose que des traces d'action qui nous disposent à les refaire, et signalons que le langage est une action de ce genre, régie aussi par l'habitude, et qui fournit à nos oreilles des objets véritables qui soutiennent continuellement les souvenirs. Mais il faut aborder maintenant la vraie difficulté qui est à décrire convenablement la perception du temps et de la succession.